Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur la route d'Etoudi 2018, que valent ces alliances politiques qui se multiplient en lieu et place d'une coalition entre candidats? L'idée d'une candidature unique face à Paul Biya est désormais enterrée, mais ces multiples alliances, ces soutiens politiques peuvent-ils faire un effet lors de cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018? Analyse et décryptage en ouverture de ce journal. Une rentrée scolaire bien difficile dans le monde rural, vous le verrez à travers une série de reportages réalisés dans le Mungo, mais aussi dans la région de l'Ouest, là où des enfants sont confrontés à l'absence et l'insuffisance criarde des infrastructures d'encadrement dans les lycées et écoles publiques dans les zones rurales du Cameroun. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur la route d'Etoudi 2018, c'est une levée de bouclier contre le gouvernement qui envisage de donner les plans pouvoirs à la télévision publique pour suspendre la diffusion des messages qu'elle juge la télévision publique non conforme à l'éthique. Les candidats à l'opposition crient au scandale. Ils dénoncent le retour à la censure à l'approche de la campagne électorale pour cette présidentielle prévue le 7 octobre prochain. Des précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018, le gouvernement définit le temps d'antenne pour la communication des candidats dans les médias audiovisuels d'État. L'objet de cette rencontre est de débattre, de discuter avec les représentants des candidats pour savoir s'ils sont au courant des dispositions de la loi et de la réglementation qui régit le temps alloué à chaque candidat. J'ai donné donc lecture de cette loi par mon secrétaire général. J'ai ouvert le débat. Un certain nombre de réserves ont été émises. Ces réserves donc ont été balayées du revers de la main dès lors que nous leur avons trouvé des réponses satisfaisantes. 2 heures d'émission seront produites par jour à la radio entre 20h30 et 23h30 et 1 heure d'émission quotidienne à la télévision entre 21h et 23h dès le lancement de la campagne. Les 9 candidats bénéficieront du même temps d'antenne, soit 13 minutes 20 secondes à la radio et 6 minutes 40 secondes à la télévision. Mais si les candidats saluent cet esprit d'équité, ils dénoncent dans le même temps la possibilité donnée au directeur général du média audiovisuel d'État de censurer les messages qu'il juge incompatibles avec la loi. Donner la possibilité, la latitude à un directeur général d'un service de médias et d'audiovisuel de pouvoir censurer à son niveau une émission. Nous nous sommes dit que ce n'était pas correct du tout, parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu qu'il y ait un test qui accompagne ce jugement, c'est-à-dire qu'il y ait des points exactement sur les actions ou les situations qui auraient amené à cette censure. Encore faudrait-il que le DG de la CRTV soit compétent pour qualifier les infractions, pour interpréter les textes et donc forcément peut-être pour sanctionner. Nous voyons que ça nous pose un problème s'agissant de la qualification des questions telles que l'ordre public, telles que les questions en rapport avec la défense nationale et autres. Et lorsqu'on parle de normativité dialoguée, on n'invite pas des gens dans une salle pour leur imposer un certain nombre de choses. On les appelle afin qu'on puisse débattre sur un texte qui est posé et lu par tout le monde, afin que chacun y apporte ses éléments. La production d'émissions par les médias audiovisuels d'État pour accompagner les candidats pendant la campagne électorale est prescrite par la loi. L'arrêté ministériel devant définir les temps d'antenne pour chaque candidat est en préparation au ministère de la Communication. Après un échange avec les représentants des candidats à Yaoundé, les violons ne semblent pas avoir été accordés. C'est une question qui taraude l'esprit des électeurs camerounais. L'idée d'une coalition entre candidats a-t-elle avorté?
Vous l'avez peut-être observé depuis quelques jours, des alliances politiques se multiplient, les candidats s'en félicitent sans que les Camerounais ne perçoivent la portée et l'influence de ces soutiens politiques sur leur capacité à remporter cette élection présidentielle. Éric Martin-Djomo présente les acteurs de ce bal des alliances politiques au Cameroun. Reportage. Une fois une alliance obtenue, la configuration, les scénarios et leur mise en scène sont les mêmes chez les candidats de l'opposition en termes de communication. L'on se félicite de l'alliance et surtout se projette sur les probables retombées. À ce jeu, Akerimuna et Maurice Kamto sont les plus en vue, ceci au regard du ralliement des partis politiques et des personnalités à leur camp respectifs. Akerimuna, le candidat du FPD, a réussi à fédérer récemment autour de sa plateforme dénommée NAO une dizaine de partis politiques et d'organisations de la société civile. Parmi eux, l'Union des populations du Cameroun de Habiba Issa, le Manidem de Dieudonné Yebga, l'UFDC, le Forum républicain, Cameroun Nouveau ou encore le Congrès national camerounais. De son côté, Maurice Kamto a vu sa candidature être soutenue par le MPCN, Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau de Paul-Éric Kingué. L'ancien maire de Djombe Pendja et ancien pensionnaire de la prison de Newbel s'était pourtant dit il y a plusieurs mois favorable uniquement à une candidature de la coalition de l'opposition, condition sine qua non pour son soutien. Ce rétropédalage consacre pour lui, comme pour ses militants et sympathisants, le constat de l'impossibilité de la coalition tant souhaitée par les acteurs politiques. À défaut d'une grande coalition, l'on se contente de ralliements de petite ou de moyenne envergure. Vous l'avez constaté, l'idée d'une candidature unique est désormais enterrée sur la route d'Etoudi 2018. Mais ce bal des alliances politiques suffit-il à donner la force politique aux différents candidats à remporter cette élection présidentielle? Je vous propose de suivre l'analyse de Guy Zogo. Une fois encore, la question d'une candidature unique de l'opposition lors de la présidentielle s'avère être un vrai serpent de mer. Tous les candidats de l'opposition en parlent, mais son opérationnalité se révèle quasi impossible à établir. Alors qu'on est rendu à près d'un mois de l'élection présidentielle, l'éventualité d'un échec se confirme davantage puisqu'il n'est plus question de discussion entre les têtes d'affiche de l'opposition. À l'évidence, toutes les options envisagées semblent avoir fait chou blanc. La primaire mise en avant un temps par Cabral Libi a été rejetée poliment mais fermement par les autres candidats qui se sont attachés à suggérer qu'il fallait des critères pertinents dont la déclinaison semblait conduire à eux. De guerre lasse, il semble certain aujourd'hui que les acteurs de l'opposition conviennent que l'élection présidentielle, bien que comportant un seul tour, permet malgré tout aux candidats mieux dotés de tirer leur épingle du jeu, ceci n'excédant par ailleurs pas 3 parmi eux. Chacun jouera donc son va-tout dans le camp de l'opposition lors de la présidentielle de cette année. Il y a là un remake des échecs précédents de l'opposition sur ce terrain. En 1992 déjà, Frundi, qui avait alors le vent en poupe, n'avait pu réunir sous sa bannière Adamou Ndamjoya et Bello Bouba Maïgari. En 2004, le choix porté sur Adamou Ndamjoya avait entraîné le refus de Frundi de s'aligner sur cette décision. Autant croire que l'opposition camerounaise est définitivement fâchée avec l'idée d'une candidature unique de sa part. Un pasteur candidat à l'élection présidentielle compte exorciser les démons de la pauvreté pour améliorer le quotidien des Camerounais. Franklin Dufort prédit un nouveau visage du Cameroun en cas de victoire au scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Il était face à la presse, celui qui se fait appeler le sauveur du Cameroun a présenté son projet de société à Douala. Nous y reviendrons. Parlons de cette timide reprise des cours. Dans le monde rural, certains établissements scolaires publics sont confrontés à une insuffisance criarde des infrastructures pour encadrer les élèves. Du coup, ces élèves peinent à pouvoir bénéficier des conditions optimales d'apprentissage. Les parents aussi ont des difficultés à pouvoir disposer des revenus pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. C'est le constat que font nos reporters Charles Melingui et Marcelin Gansop. Il ne s'agit pas d'une école de campagne. Nous sommes bel et bien à l'école publique de Mambrat 1, en Bandiok, dans le département de la Haute-Sanaga. L'école publique de Mambra
présente 8 salles de classe, dont 2 en matériaux définitifs et 6 en matériaux provisoires, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il faut le dire ici, c'est l'APE qui nous donne le plus grand soutien, si je peux le dire. Parce que ce sont les cotisations des parents qui nous permettent, de faire vivre réellement notre école. C'est donc dans ces conditions plutôt difficiles que les élèves ont repris le chemin de l'école le 3 septembre. La seule volonté des enseignants, qui ont tous répondu présents, ne suffit pas à offrir une éducation de qualité. Encore faudrait-il que le minimum soit garanti, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas à l'école publique de Mambrat 1. Sur ce site où nous sommes, nous n'avons pas d'eau. C'est vraiment difficile. Nous n'avons pas d'aide de jeu. Informatique, nous le faisons de manière théorique parce qu'en pratique, nous n'avons rien, hormis les portables des enseignants. La nouveauté avec le nouveau curriculum qu'on doit mettre en pratique dès le 3 septembre, je ne crois pas que dans nos conditions de natte précaire, là, nous pouvons mettre en pratique tout ce qui nous est demandé par la hiérarchie. Donc, nous voulons plus de salles de classe, plus de commodité, si je peux dire. Malgré ces difficultés, les élèves ont repris le chemin de l'école, même si cela se fait à plusieurs vitesses, en raison des difficultés financières que rencontrent les parents. On est encore prêt, tu vois comment je suis encore marché comme ça, c'est fort à nous. Donc, j'ai bien encore fait mon regard comme ça pour chercher l'argent. On n'a encore rien fait. Et là, vous comptez inscrire les enfants à quel moment? Même le 20 septembre, on ne sait jamais. On se rend compte que c'est comme si l'argent avait pris la clé des champs. Nous nous débrouillons dans les champs, dans des petites activités. La marchandise même déjà qu'on va écouler, les marchés sont saturés, il n'y a pas d'argent. Et puis on se bat, on fait tous les efforts nécessaires afin que les enfants puissent aller à l'école. Nous avons commencé par les chants, les petits récits, le temps pour de les égayer, de les ramener dans l'ambiance de l'école, parce qu'avec le temps qu'ils ont mis à la maison, ils ont oublié certaines choses, donc on les réveille. Et surtout que pour les nouveaux, ceux qui entrent à la maternelle, c'est vrai que quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup de pleurs, et parce qu'ils voyaient leurs parents rentrer, beaucoup de pleurs, mais les maîtresses ont pu les calmer. Ainsi va la rentrée scolaire 2018-2019 en Bandiok. Une rentrée qui n'est pas du tout sucrée pour tout le monde. À peine l'année scolaire a démarré que des élèves sont déjà sanctionnés lors d'un conseil de discipline. La scène se déroule au lycée bilingue Grand Souza. Là-bas, ils ont refusé d'exécuter l'hymne national. Ambiance de rentrée scolaire dans le département du Mungo. C'est avec Jacquino Molon, Cyril Djemba et Xavier Foka. Reportage. Premier jour de classe, premier élève puni et premier conseil de discipline au lycée bilingue de Grand Souza. Lors de la cérémonie de la levée des couleurs, certains élèves ont refusé d'exécuter l'hymne national. Une attitude qui a vite attiré l'attention de l'administration. La situation actuelle, elle est vraiment capitale. Elle nous permet de savoir qui est qui parmi nous. Donc il faut savoir identifier très rapidement, et ce sont des instructions de la hiérarchie. Donc tout à l'heure, nous allons voir ce qu'on peut faire de cet élève dès le départ, parce qu'il faut donner le ton. Le ton de la discipline ainsi donné vise aussi à mettre en garde et prévenir toute incursion, car l'on connaît la proximité de la localité avec les régions anglophones. Travers vous, les ambazoniens viendront détruire Grand Souza et Souza. Alors pour nous, ça ne doit pas régner ici à Grand Souza. Au lycée technique de Loum, toujours dans le Mungo, les élèves prêtent une oreille attentive au message qui leur est délivré. Ici aussi, l'aspect sécuritaire à laquelle ils sont appelés à prendre une part active est mis en avant. Vous avez un individu suspect dans la classe. Dénoncez-le afin que règne la sécurité dans notre établissement. Il devra gagner le large très rapidement. Autrement, nous allons le conduire auprès des forces de sécurité. Ici comme ailleurs, les parents n'ont pas échappé aux tracasseries imposées par le nouveau mode de paiement des frais exigibles. Le fait d'aller, les revenus, on nous donne le papier avant d'aller, on va encore à la banque verser de l'argent et rentrer dans les frais unions pour verser la pension. Ça nous gêne. Depuis le matin que je suis là, n'aime pas manger. Et l'excès de dépenses, monter, descendre, qui paye le frais des taxis. C'est dans cette atmosphère que les élèves du Mungo ont repris le chemin de l'école pour cette année 2018-2019. Parlons à présent de la rentrée scolaire des tout-petits de la maternelle.
Ce sont les pleurs qui ont rythmé leur première journée passée dans ces écoles où ils ont pour une première fois été éloignés de leurs parents. C'est un reportage signé Dallas Cana et Jean-Paul Chouniat. Sur le chemin de l'école, en ce jour de rentrée scolaire 2018-2019, des milliers d'élèves du primaire, tout en joie de retrouver l'ambiance de leur établissement, restés fermés durant 2 mois de vacances. De tous ces enfants qui franchissent le portail de cette école, les tout petits de la maternelle sont une véritable attraction à leur premier jour de classe. À la maternelle, on doit d'abord être maternelle. On doit accueillir tous les enfants comme ses propres enfants à la maison. Si les plus anciens des petites et grandes sections dansent, chantent, récitent et ricanent à pleines dents de retrouver leurs camarades et enseignants, ce sont plutôt des fortunes diverses pour leurs cadets à leur baptême de feu sur les bancs. Adieu fait à ses parents, la petite Mathilde fonce droit vers une salle, peu importe la classe, mais elle est accompagnée par l'enseignante. Au milieu de la cour, elle se pose bien mille et une questions sur les raisons de sa présence en ces lieux fourmillants de monde. Tout à côté, la douleur de la séparation d'avec les parents venus les accompagner fend le cœur de la plupart de ces bouts de chou, criant à tue-tête et versant des larmes à n'en plus finir. Une petite journée de deuil national nous lance au passage quelques maîtresses au four et au moulin à calmer ces âmes innocentes à leur premier pas dans une nouvelle communauté, loin des dorlotements du cocon familial. We are mothers and they are our babies. As a teacher, we receive them as our own children. We know how to flatter them, to tell them they are our friends. We tell them to wipe their tears, not to cry, and that is how we do it. Et après de longues heures de pleurs, sans moyen de retraverser le portail géant de cette enceinte aux allures de prison à leurs yeux, de toute leur force, ils croient même par télépathie sonore appeler maman au secours. Même les larmes asséchées, il faut se donner de bonnes caprices de n'en faire qu'à sa tête. Quitter les rangs et s'isoler du groupe, refuser de chanter ou danser pour faire des va-et-vient dans la cour de récréation. Petite violation bien inconsciente des dures exigences du règlement intérieur de l'école, tout encore inconnu d'eux. Après des séries de reportages d'Equinox Télévision sur le mauvais état de la route Niala-Yassa et le calvaire des populations, les travaux de réhabilitation ont enfin démarré sur cette voie qui mène sur la pénétrante est de Douala. Mais les populations préviennent déjà les pouvoirs publics sur la qualité des travaux à mener sur ce tronçon qui plusieurs fois a été réhabilité. Mais quelques mois plus tard, la situation s'est à nouveau dégradée, redoutent ainsi les populations. C'est un reportage de Equa Claude et Xavier Foucault. La pouzzolane retrouvée sur cette voie au niveau de Niala entre écoles, ainsi que les camions et ce rouleau compresseur, font aisément comprendre que les travaux sont effectifs sur cette route qui, a de cela quelques jours, donnait des insomnies aux populations. Les travaux réalisés jusqu'ici ont quelque peu apaisé les souffrances des usagers. Pour le moment, ça va mieux parce que ça passe déjà à nouveau. Parce que là, pratiquement, elle était presque coupée. Ça permet qu'on repasse par ici que d'aller être une fois engorgé vers le village là-bas. Il faut encore fournir beaucoup d'efforts pour rendre la route si accessible. Pour le moment, c'est pas ça quand même. Si la circulation est quelque peu rétablie, la qualité des travaux réalisés est fortement remise en question. Et pour cause, toujours pas de rigole prévue pour l'écoulement des eaux de pluie. Ça, c'est un travail qu'il faut refaire. Parce qu'on ne peut pas venir damer, prendre la terre, venir verser en route, on ne fait pas les rigoles. La première chose, il faut faire d'abord les rigoles des deux côtés pour que l'eau puisse passer. Parce que là, dans s'il pleut 2 jours là, tout l'eau là va revenir en route. Et on aura tous les mêmes problèmes comme d'habitude. Les voitures vont encore tomber comme d'habitude. Donc, il faut que la communauté urbaine essaie de voir comment ils peuvent faire pour les rigoles. Avant même la fin des travaux, les pouvoirs publics sont interpellés. Leur laxisme avéré est le plus souvent à l'origine de la progression de la dégradation des routes. Leur promptitude à réagir éviterait assurément des conséquences. La route commence, quand il y a un petit creux, on n'arrange pas, on laisse la route, ça s'abîme complètement. Quand ça s'abîme complètement, c'est quand il y a des meurtres, les voitures font des tonneaux, c'est où on essaie de venir nous tromper parce que ce qu'on a fait présentement, ça c'est pas le travail. D'après un agent de la communauté urbaine de Douala rencontré sur le site, les travaux effectués sur cet axe se font de façon provisoire en attendant l'entrée en scène de la société contratante qui réclamerait de l'argent à l'État. Parlons à présent de l'université de Douala. Elle envisage d'améliorer ses performances académiques pour devenir l'une des meilleures institutions universitaires dans la sous-région Afrique centrale.
Ce plan de développement a été présenté lors d'une rencontre qui s'est tenue du côté de Yaoundé. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. C'est une vision encore simplement contenue sur du papier, mais qui se nourrit d'une très forte ambition. Il s'agit de la posture que l'Université de Douala montre à travers la présentation de son plan de développement stratégique pour la période 2018-2028. Voici donc le plan stratégique de l'Université de Douala. Notre mission est claire. Il s'agit par un usage harmonieux et synergique de multiples et riches potentialités de notre sous-région, de faire de notre université une des toutes premières universités en Afrique francophone dans la décennie à venir. Loin de reculer devant l'immensité de l'entreprise, l'Université de Douala estime s'appuyer sur des bases réalistes et à en croire ses responsables, les ressources affectées à ce plan stratégique seront tirées du potentiel promoteur de la ville de Douala. Le coût financier de cet important bond en avant se situe à l'aune de 238 milliards de francs CFA. Nous n'avons pas peur parce que nous savons la place particulière qu'occupe cette dynamique et florissante cité Douala, la ville d'ouverture et cosmopolite. Douala est le creuset où se forge le Cameroun émergent de demain. Le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers cette initiative, met l'accent sur la nécessité de l'employabilité des étudiants sortis des universités camerounaises. Il y a 4 ans, l'auto-employabilité, c'est-à-dire les étudiants qui créent leurs entreprises et utilisent d'autres étudiants ou d'autres Camerounais, est passé de 4,3% à 10% aujourd'hui. Outre le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie s'est aussi associé à l'élaboration de ce plan de développement stratégique de l'Université de Douala. Ce plan s'aligne sur les instruments stratégiques nationaux et sectoriels de référence, que sont principalement la vision 2035, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, et encore la stratégie du secteur de l'éducation et de la formation. Avec 54 769 étudiants aujourd'hui, un chiffre qui devrait être porté à 79 602 étudiants à l'horizon 2028, l'Université de Douala, qui a la singularité de souffrir de l'éclatement de ses campus, veut retourner cet handicap en sa faveur pour devenir un pôle d'excellence en Afrique centrale et en Afrique tout court. Évoquons à présent ce candidat à l'élection présidentielle, Pasteur Franklin Difort, qui prédit un nouveau visage pour le Cameroun, lui qui compte exorciser les démons de la pauvreté pour améliorer le quotidien des Camerounais. Il se présente comme le sauveur du pays. Face à la presse, il a dévoilé son programme politique, social, économique et culturel pour le Cameroun. Des précisions avec Flavien Dongo et Farel Bounia. Plein à craquer, aux allures d'un four, que les hommes des médias et fidèles du prophète Franklin Difort ont été conviés à suivre l'exposé du projet de société du candidat au scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. On va faire tous les efforts pour vraiment professionnaliser nos écoles et aussi à former bien les femmes pour qu'ils peuvent vraiment travailler dans des positions très stratégiques. Présenté en 7 points, celui qui se passe pour l'envoyé de Dieu pour un nouveau Cameroun au lendemain de la présidentielle du 7 octobre se propose de combattre la corruption jusqu'à son dernier souffle. Les gens ont volé l'État, les civils ont manipulé et ils ont gardé ailleurs. Et c'est pour ces raisons qu'on voit que l'État ne peut pas bien fonctionner. Donc on est en train de venir avec un système qui va au moins corriger et nous donner ce fonds-là. On verra ce fonds dans les caisses de l'État et on va prendre et utiliser pour développer le pays. On va le pardonner et lui donner une autre chance de vivre et devenir peut-être les bons citoyens demain. Pour lui, le milieu carcéral devant accueillir les bandits à col blanc sera transformé en centre de rééducation. Et pour les prisons, on va voir comment on va aménager les prisons, on va changer le système de prison, on va donner plus d'amour à une être humaine et faire ça comme un centre de recyclage pour les êtres humains qui ont commis les erreurs là dehors. Le candidat Franklin Difort
entend exorciser les démons de la division du Cameroun et les démons des crises sociales ainsi que sécuritaires qui secouent notre pays pour aboutir à un Cameroun où il fait bon vivre. La nation a vraiment besoin de quelqu'un comme moi maintenant, un homme de la vérité, un homme de lumière. Donc avec tout ça là, ça me donne vraiment beaucoup de confiance que vraiment je suis sur la bonne route. De ce fait, inutile de faire un dessin. Le choix revient donc aux électeurs qui ont la crainte de l'Éternel, ajoute-t-il. Les lourdeurs administratives qui plombent encore les réformes économiques et financières dans la sous-région Afrique centrale, c'est le constat fait lors de l'évaluation de la première étape de mise en œuvre des réformes structurelles pour sortir la CEMAC de la crise économique. Des experts de la sous-région réunis à Douala analysent et décryptent les raisons des insuffisances de la mise en œuvre de ces réformes lors d'une session ordinaire du PREF-CEMAC qui se tient à Douala. À ce sujet, je vous propose d'écouter le professeur Michel Cyr Diena Wembu, il est le secrétaire technique, secrétaire permanent du PREF-CEMAC, une institution mise en place par les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Quelles sont les perspectives et quel est le chemin qui reste? Parce qu'il n'y a pas de réformes clés en main. Les réformes dépendent de la situation. Je viens de vous dire que nous n'avons pas respecté 2 critères de convergence. C'est des langages comme ça que nous tenons aujourd'hui. J'aurais pu vous dire qu'on a respecté tous les critères de convergence et trouver des mots pour le dire. Mais nous sommes prêts à reconnaître les critères de convergence qui ont été respectés, ces 2, et les 2 autres qui n'ont pas été respectés. Qu'est-ce que nous allons faire pour les respecter? Les directives communautaires sur la gestion budgétaire, sur la rationalisation des finances publiques, sur la qualité de la dépense publique, est-ce qu'elles ont été respectées? Oui, dans certains cas, mais non dans d'autres. Et on doit avoir le cours. Et pourquoi? Parce que le taux de pression fiscale n'a pas toujours été respecté, parce que les organes qui luttent contre la corruption n'ont pas toujours été efficaces. Pourquoi ils n'ont pas été efficaces? Il y a plusieurs solutions. D'autres pensent qu'il faut leur permettre d'envoyer leur rapport directement au pouvoir judiciaire. D'autres pensent qu'il faut augmenter les mesures de coercition. D'autres pensent qu'ils sont trop nombreux et n'ont pas de pouvoir et qu'il faut les fusionner. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités scolaires dès le premier jour de la rentrée. Coalition en vue d'une candidature unique de l'opposition arrangée aux oubliettes. Elle est pratiquement enterrée au regard de l'attitude de certains candidats qui brandissent depuis quelques jours des alliances politiques nouées avec certains leaders de certaines formations politiques, mais l'on s'interroge sur le poids et l'influence de ces soutiens sur leur capacité à remporter cette élection présidentielle, alors que les Camerounais avaient espoir d'une coalition de l'opposition. Ils sont nombreux, ces candidats à cette élection présidentielle, qu'ils pensent qu'il n'est pas forcément nécessaire une telle coalition, mais qu'il faudrait rester concentré sur les capacités à mobiliser les électeurs lors de cette journée tant attendue, celle du 7 octobre 2018. Voilà, excellente soirée à vous. Rendez-vous demain 20 h. Rendez-vous demain 20 h. Serge Alain, bonne soirée à vous. Voilà, madame, monsieur, 2 escales pour le débrief, toujours en compagnie des experts.